lors d'une manifestation officielle. Ce serait bien. Il y a une Marseillaise un peu comme ça surprendrait. Un peu gai. Bon, alors, il faut savoir que ce jour-là, il y a des règles à respecter. Ouais. C'est une investiture qui ne se fait pas par hasard et n'importe comment. C'est celle de la Ve République. Ouais. Bon, alors... Et curieusement, figurez-vous que ça n'est pas inscrit dans la Constitution. Il y a une passation de pouvoir qui doit avoir lieu, mais tout n'est que symbole. Tout ce protocole s'est créé au fil du temps, depuis le général de Gaulle. Donc il s'agit pour deux hommes de se passer le pouvoir, donc il y a une investiture. C'est surtout ça, c'est le jour de l'investiture, c'est-à-dire le jour où M. Macron va devenir président de la République. Ça va se passer dimanche. Alors, c'est la première fois sous la Ve République que ça se passe un dimanche, figurez-vous. Quelle est la règle, en fait? Il faut que ce soit avant le dernier jour du président précédent. Or, le président François Hollande a été élu le 15 mai 2012. Son pouvoir va donc jusqu'au 14 mai 2017, minuit. Voilà pourquoi il faut que la passation de pouvoir ait lieu avant minuit dimanche. D'accord, ça aurait pu se passer le 13. Ça aurait pu se passer le 13. Après, c'est un accord entre voilà. Les deux hommes. Mais c'est l'essentiel, c'est que ça ne doit pas se faire le 15. Voilà, absolument. C'est trop tard. Le 15, c'est trop tard. Et il faut attendre que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Oui, mais ça va se faire demain. Ça se fait aujourd'hui. Oui, dans l'après-midi. Donc voilà, on avait ce laps de temps. À partir de là, ce protocole est très classique. On l'a déjà vu, on l'a vu il y a 5 ans, on l'a vu il y a 10 ans. C'est un tapis rouge qui est installé dans la cour d'honneur de l'Élysée qui accueille le président élu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce tapis rouge, il mesure 60 mètres à l'arrivée du nouveau président, et il sera raccourci au départ du président sortant quelques minutes plus tard. Alors on oblige le nouveau président à faire 60 mètres à pied, voilà. Comme ça. Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile. Le président Giscard d'Estaing avait souhaité arriver à pied. Donc il était arrivé à pied depuis l'extérieur de l'Élysée, alors que là, la voiture officielle va entrer dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée, puis c'est le président élu qui va remonter la cour d'honneur avec ses graviers, mais là, du coup, ça sera sur le tapis rouge, en passant en revue la garde républicaine qui est présente pour lui présenter les honneurs. Qui a inauguré ce protocole-là En fait, c'est le président de Gaulle, pardon, c'est le général de Gaulle qui a souhaité, effectivement, on le voit là, regardez, là c'est la passation, et là en plus c'était une passation de pouvoir entre deux républiques, si je puis dire, presque, puisque c'est le général de Gaulle et alors ce qui est curieux, c'est qu'on le voit sur cette image, c'est que le général de Gaulle n'arrive pas seul. Et il arrive avec une délégation derrière lui, notamment son aide de camp probablement, oui. Ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Non, alors, mais par contre, on verra qu'ils sont suivis avec des gens qui marchent non pas sur le tapis rouge, mais à côté. Alors effectivement, il y a un militaire, il y a alors tout ça, après on regardera ça en détail, mais je vous propose de regarder des images. Alors les images, en fait, elles vont nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au fil de la Ve République. Et je vais en profiter pour vous dire que ces traditions, évidemment, sont anciennes. Vous voyez, alors là, en plus, c'est tout un symbole parce que le président Pompidou, que l'on voit là, est le dernier à avoir porté l'habit pour le jour de l'investiture. De Gaulle, on l'a vu tout à l'heure, là, il salue Alain Poher, qui était donc le président par intérim, suite à la démission du général de Gaulle. Et alors les deux présidents vont alors, à partir du moment où le président sortant accueille le président élu, il rentre à l'Élysée et là, jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, il montait dans le salon doré au premier étage. Désormais, depuis Valéry Giscard d'Estaing, il se rentre dans le salon des aides de camp qui se trouve au rez-de-chaussée. Et là, c'est là qu'a lieu la passation de pouvoir, entre guillemets. C'est là où les deux hommes se parlent des sujets un peu chauds qui les concernent. Et c'est surtout là qu'est transmis, à ce moment-là, le fameux code nucléaire. Et lorsque cette réunion entre les deux hommes est terminée, eh bien, le président élu raccompagne le président sortant. Alors là, les règles sont toutes différentes. Normalement, il doit rester sur le perron. Mais voyez, Jacques Chirac a souhaité accompagner François Mitterrand presque jusqu'à sa voiture. C'est pratiquement François Mitterrand qui l'arrête d'un air de dire maintenant c'est vous qui êtes là, laissez-moi partir. Et voyez, le tapis rouge a été raccourci, c'est difficile de voir, mais là il ne fait plus 60 mètres avec le départ du président sortant. Oui, cela dit, c'est une convention entre les uns et les autres. S'ils ont envie de le changer un jour. Ah oui, tout à fait. Et là on voit, c'est le président Chirac qui accueille le président élu
Sarkozy. Et du coup, on verra le président Sarkozy raccompagner aussi, pratiquement jusqu'à la voiture, Jacques Chirac. Bref, à chaque fois, c'est différent. Quant à la passation de pouvoir entre Sarkozy et François Hollande, bien François Hollande a fait demi-tour sur le perron avant même que, et ça lui avait été reproché par le président nouvellement élu. Donc les deux hommes, une fois qu'il l'a raccompagné, c'est là que commence véritablement l'investiture dans le palais de l'Élysée. Vous savez, avec la remise de la décoration de la Légion d'honneur au président de la République, puisqu'il devient. Oui, ce sont les images qu'on a vues tout à l'heure. C'est dans la foulée. Hein. Oui, c'est dans la foulée, absolument. Avec un discours d'investiture. Donc les invités sont dedans, là. Là, ils sont déjà à l'intérieur. Donc ils ont été accueillis et puis ils ont été placés. Et puis le président fait un discours d'investiture. Il sera retransmis, on le verra sur France Télévisions, évidemment, dimanche. Et puis après, il va voir chacun de ses invités. Alors je voudrais signaler quand même, il y a un documentaire extraordinaire qui s'appelle Jour de sacre à l'Élysée, qui va être diffusé dimanche sur France 5 et puis surtout mardi prochain, sur France 2, en deuxième partie de soirée. C'est un film qui nous raconte justement ces investitures, puisque ce sacre à l'Élysée, c'est un sacre républicain, bien sûr, dont on parle. Et il est signé Jacques Santamaria, Patrice Duhamel, et puis Christian Huleux, qui en est le réalisateur. Donc c'est à voir et à revoir sur France 5 et sur France 2. Merci beaucoup. Merci. Avec l'actualité des sorties vidéo, cette semaine, Barry Abdjougou vous a sélectionné 3 films dont les héros gardent tous un secret, lequel vous allez voir assez rapidement, bien sûr. On commence avec l'histoire d'une chanteuse oubliée des années 70 qui rencontre un jeune boxeur et va la convaincre de tenter un comeback. Vous savez, cette chanteuse dans le genre ABBA, elle est en moins célèbre. Elle n'avait pas du tout changé. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Un concert privé? Laura, aujourd'hui à l'usine, hier sur les scènes auprès des plus grands comme ABBA et Cliff Richard. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça t'intéresse tant? Bavo de Furn, réalisateur belge, réussit à donner de la poésie à un kitsch assumé. Quant à Isabelle Huppert et Kevin Azaïs, ils incarnent un duo attachant finalement. Un comeback. Ça va te coûter un bras et ton nouveau manager va pouvoir assumer tout ça. Il sait pas que je suis ici. Je peux te donner un coup de main si tu veux. Et sans contrepartie? Souvenir est une histoire d'amour légère et charmante, interprétée avec brio. C'est à la fois décalé et tendre. Je sais très bien que t'as été le voir sans me le dire. Tu t'es vendu à lui. Tu sais comment on appelle les femmes comme toi? Des putes. On continue avec un drame familial. L'histoire d'un homme qui a grandi sans faire le deuil de sa mère, morte brutalement lorsqu'il avait 9 ans. Ma sembra la mamma in paradiso. Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Non respiro. Ho male al cuore. Si sta male di nuovo, telefoni a un amico, una persona che le è vicina. Può essere lei questa persona? Marco Bellocchio est un immense réalisateur. Ce qu'il crée par la mise en scène, le sens du rythme et le cadrage vous bouleversera. Com'era bella. Così piena di gioia. Non sai quanto l'amavo. Fait de beaux rêves est un petit bijou d'émotion, un film magnifique à voir absolument. Come è morta mia madre. Mamma, dove sei? Mamma, dove sei? Ma come vi siete permessi? Morning, Donnie. Everything okay? No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. On termine avec Patterson, un chauffeur de bus. Il mène une vie réglée aux côtés de Laura et chaque jour, il écrit des poèmes. And depth, like a shoebox. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet. Voilà un film original, c'est simple et pourtant d'une grande générosité. Et en plus, c'est drôle. She says she doesn't want you. Damn, brother. You should be an actor. I am an actor. Patterson est immensément poétique. Jim Jarmusch a fait de ce film une merveille absolue. May I ask if you two are a poet? Just a bus driver. Ah. That sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Bon, allez. Football pour commencer. Football pour commencer, oui. Avec qui?
avec Monaco. Pas de miracle pour Monaco, c'est la Ligue des Champions. Monaco éliminé en demi-finale de cette Ligue des Champions par la Juventus Turin. C'était déjà compliqué parce qu'à l'aller, ils avaient perdu 2-0. Ce sera la 9e finale pour la Juventus. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Battu sur le Rocher 2-0, Monaco devait marquer au moins 2 buts sur la pelouse turinoise pour espérer accéder à la finale. La Juve, qui n'a plus perdu à domicile, toute compétition confondue depuis 50 matchs, ouvre le score à la demi-heure de jeu par Mandzukic. Et juste avant la pause, deuxième but turinois. Subasic, le gardien monégasque, sort, repousse le ballon et Alves lui ose une volée. Ça fait 2-0. Le jeune Mbappé va réduire le score et brise la série de 690 minutes sans encaisser de but en Ligue des Champions pour Buffon. Mais c'est insuffisant. Monaco est éliminé. La Juve affrontera soit le Real, soit l'Atlético le 3 juin à Cardiff pour la finale. Bon, terminé pour eux. Terminé. Le tennis. Tennis, ça se passe à Madrid. On prépare Roland-Garros, donc on est sur terre battue. Ça se passe bien pour les Français. Il y avait un duel franco-français, regardez, entre Pierre-Hugues Herbert à l'image, qui était opposé à Lucas Pouille. Et la hiérarchie n'a pas été respectée. Herbert, il est 88e mondial, issu des qualifications. Et il a éliminé, non sans mal, son compatriote Pouille, qui est 13e du classement. Le score 7-6, 6-7, 6-3. Au prochain tour, Herbert sera opposé au Croate Koric. Pas de problème pour Benoît Paire qui passe au deuxième tour après avoir éliminé l'Espagnol Pablo Carreno Busta, pourtant 18e. Le Français, lui, est 52e. C'est la 3e fois en 3 confrontations que Paire bat son adversaire. Victoire 6-3, 6-4. Et prochaine confrontation sera face au Suisse Stan Wawrinka. Ça a été un peu plus dur, Stan Wawrinka qui est 3e mondial. Pas de problème pour le patron du circuit, Andy Murray. Le Britannique a écarté le Roumain Copil, invité par les organisateurs, 6-4, 6-3. Et Murray pourrait, au 3e tour, affronter le Français Pierre-Hugues Herbert qu'on a vu précédemment. Et lui, c'est le jeune Alexander Zverev que beaucoup voient comme le futur numéro 1. Il passe au 2e tour en battant l'Espagnol Verdasco 7-5, 6-3. Ah, il va y avoir des choses intéressantes à Roland-Garros avec tous ces petits jeunes. Ils ont des bonnes têtes et des beaux Ils arrivent jeux. à passer 3 tours. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du hockey sur glace avec des Français qui disputent le mondial. Ça se passe entre la France et l'Allemagne. Ça se passait en France. 2e victoire pour les Français. Je vous propose de regarder les buts. Et avec ce succès, la France en blanc est 4e de son groupe et virtuellement qualifiée pour les quarts de finale. Les Français ont battu les Suisses hier à Paris, 4 tirs au but à 3. Je vous ai mis les buts. Les équipes étaient à égalité à 3 partout. Ces buts d'Ovitu, d'Acosta et Reich. Prochain adversaire, l'ogre canadien. 3 victoires en 3 matchs, 17 buts marqués, 3 encaissés. Ce sera demain soir. Du basket, 32e journée de championnat de France. Limoges en blanc a perdu sur son parquet, battu 91-80 par Villeurbanne, qui grimpe à la 8e place du classement. Dernière place qualificative pour les playoffs, Limoges 10e. Monaco, Chalon-sur-Saône et Nanterre forment le podium du cyclisme. Tour d'Italie, 4e étape en Sicile, arrivé sur les pentes de l'Etna. Victoire en solitaire de Jan Polanc, slovène. Le luxembourgeois Jungels est leader du général. Le premier français Pinot est 10e. Encore du cyclisme, regardez, avec une chute massive sur les 4 jours de Dunkerque. Premier des 4 jours, marqué donc par cette chute qui a envoyé des dizaines de coureurs à terre. Plus de peur que de mal. Et à l'arrivée, c'est le Belge De Burcher qui gagne. Sarro et Venturi sont 2 et 3e. Et pour terminer, William, je vous propose une course hors norme, une course pas comme les autres qui s'appelle la Spartan Race. C'est une course d'obstacles particulière. C'est la première étape de la saison qui s'est passée à Carcassonne dans l'Aude. Près de 3000 participants. Alors, il y a 2 distances. Le sprint, plus de 6 km avec une vingtaine d'obstacles. Et la super, avec 13 km et 25 obstacles. Oui, très costaud, j'étais à côté d'eux parce qu'on a participé, William. On verra ça bientôt. Vous étiez sous l'eau. Moi, j'étais surtout pas torse nu. Courir, ramper, nager, grimper. On a fait ça. On est en train de vous préparer ça, en train de faire le montage. On va montrer ça dans le télématin du samedi. Et quand vous loupez une épreuve, vous avez ça à faire, des burpees, William. Ah, je connais, c'est épouvantable. Vous en avez 30 à faire. Et c'est la seule course qui a un classement mondial. Il y aura une étape à Paris le 3 juin. 30. À chaque fois, si vous loupez, vous avez 20 obstacles. Et si vous loupez les obstacles, à chaque fois, vous avez 30 burpees. Vous en avez fait 30? Ah ben moi, j'ai loupé un obstacle. Non, c'est pas vrai. J'en ai fait beaucoup plus. Je le lisais, il ment. J'en ai fait beaucoup plus. J'étais avec le réalisateur Daniel Juger qui a couru avec moi. Et les burpees, c'était... Ah mais ça il n'y a pas pire que ça. Ça vous connaissez ça? Non mais c'est une espèce de pompe claquée, c'est horrible. Il faut sauter, descendre, tout ça. Non, ce qui est terrible, William, c'est que vous êtes sur cette espèce de tyrolienne. Vous faites ça pendant 20 mètres, vous cassez la figure dans l'eau et vous tapez les burpees. Vous êtes puni. Ah, vous êtes puni, ouais. Voilà. Mais c'était génial. Bon, on verra ça. Quand, au fait? Dans 15 jours, juste avant l'épreuve parisienne.
Merci, bravo. Maintenant, place à l'actualité de l'emploi. Vous avez fait connaissance des MOOC, M-O-O-C. Alors, en anglais, ça veut dire Massive Open Online Course. Ce sont des cours gratuits sur le net, accessibles à tous. Et à quoi ça sert ? Vous allez voir, ils sont de plus en plus utilisés, ces cours-là, par les entreprises pour recruter. Regardez comment on fait. Alors, si pour vous, la prise en écharpe, c'est plutôt une technique de judo, prenez un moment pour suivre le MOOC Destination Conduite et renforcer encore votre candidature. Cette année, la SNCF prévoit de recruter 1000 conducteurs de train. Et pour trouver ces nouveaux collaborateurs, elle a mis en ligne un MOOC de recrutement intitulé Destination Conduite. En voiture, destination les métiers de la conduite, avec des arrêts sur la signalisation ferroviaire. Donc l'objectif du MOOC Destination Conduite, c'est premièrement de permettre aux candidats d'être mieux préparés et de se faire une meilleure représentation du métier de conducteur de train à travers de l'information et des documents pédagogiques. Et puis c'est également, avec des outils dynamiques, digitaux, de permettre de diversifier les profils. C'est aussi un moyen de montrer que ce métier est complètement accessible aux femmes et de contribuer à la féminisation également des métiers de la conduite. Les MOOC de recrutement, Paul Farnet en a fait sa spécialité. Il a créé une plateforme dédiée où les candidats peuvent tester leurs compétences et proposer leur candidature. Sur notre plateforme de recrutement, vous avez d'ores et déjà des MOOC sur une vingtaine de métiers et dans plein de secteurs. Vous avez des MOOC sur le service à la personne, dans le secteur industriel, dans le secteur bancaire, dans le secteur digital. Donc vous pouvez trouver des MOOC vraiment sur des sujets très variés. Vous pourrez ainsi tester vos qualités personnelles et vos connaissances grâce à de nombreuses activités et partager ainsi votre expérience au travers du fil de discussion. Un MOOC de recrutement, tout simplement, c'est une formation sur un métier qui est disponible gratuitement sur Internet. Généralement, c'est proposé par une entreprise qui recrute. Connectez-vous et retrouvez des vidéos d'experts et des témoignages conducteurs. Testez vos qualités personnelles et vos connaissances dans nos quiz et partagez votre expérience avec toute la communauté sur nos forums. L'idée pour un recruteur, c'est déjà de faire découvrir un métier avec ses avantages et ses inconvénients et ensuite éventuellement de tester un petit peu la compétence et la motivation réelle du candidat qui va devoir passer quelques heures sur la formation. Ce MOOC Destination Conduite, c'est 4 séquences de 2 heures d'apprentissage qui permettent finalement aux candidats de mieux connaître l'entreprise et les différents métiers de la production ferroviaire, qui permet également de mieux connaître le métier de conducteur de train et qui leur permet aussi de commencer à acquérir des gestuels métiers et des connaissances un peu plus techniques sur la signalisation ferroviaire, sur le freinage et sur différents sujets techniques. Le candidat va pouvoir prouver en fait qu'il est motivé et qu'il est compétent en suivant la formation et en réussissant les activités et les tests qu'il va faire tout au long de cette formation en ligne. Lorsqu'il y a 70% de bonnes réponses à ces différents quiz, le candidat obtient un certificat de réussite qui lui permet de devenir un candidat privilégié et donc il est contacté pour entamer le processus de recrutement pour devenir conducteur de train. Les MOOC de recrutement sont l'occasion pour les candidats d'en savoir plus sur les exigences des postes proposés. C'est aussi l'opportunité pour eux de mettre en avant leurs compétences. C'est son avatar ? Ah ouais ? Ah bon ? Elle a un avatar maintenant, Sophie ? Ah d'accord. Très bien. On en a tous un ? Non. Ah, ça serait bien ça. Qui fait ça ? Ah il faut le faire. Ah ouais. Direction Rome maintenant, nous allons retrouver notre correspondant permanent, François Bononnet. Alors François, comme c'est souvent le cas le mercredi, pour l'audience générale du pape, et il est là François, parce que le pape ne pourrait pas faire ça sans lui. Et là, il a prévu aujourd'hui de vous faire découvrir des personnages. Alors ce ne sont pas des religieux, mais ils font partie de l'environnement, de ce petit monde du Vatican. Alors vous allez voir, de qui s'agit-il ? François, bonjour. Bonjour William, eh bien ce matin je vais vous parler des urtisti. Alors les urtisti, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot italien qu'on pourrait traduire en français par urtiste, ça vient du mot heurter. Ce sont des personnes qui vous heurtent parce qu'elles portent un petit plateau en bandoulière et sur ce plateau il y a des choses à vendre. Alors c'est une profession, William, extrêmement ancienne. C'est une profession qui date de 6 siècles et date du 16e ou du 15e siècle. Au départ c'était toutes des personnes de confession juive et aujourd'hui cette profession existe toujours. Alors bien sûr ça a un peu changé, il y a toujours ces personnes avec des plateaux mais il y a également partout tout autour de moi dans la Via della Conciliazione où je me trouve des petits camions qui vont s'installer avec des choses à vendre. Bref, il y a des dizaines, des centaines d'urtisti qui sont ni plus ni moins que des marchands du temple. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Alexandra Lay. À Rome,
atteindre le Saint des Saints, tout en haut de l'avenue de la Conciliation, cela se mérite. Chaque fidèle ou simple touriste doit d'abord passer devant des dizaines de vendeurs ambulants aux étalages chargés de souvenirs, la version moderne des marchands du temple. Un tas de trucs, boissons, chapeaux, tout ce qu'on veut, quoi. L'effigie du pape François est déclinée sur tous les supports. Et au summum du bon goût, ces calendriers, au-dessus des gladiateurs, celui des prêtres, romains eux aussi. Ça, c'est comme le calendrier des sportifs, là. Ils sont trop beaux, là. Ouais. Et on vient du monde entier pour trouver l'objet qu'on sera ensuite heureux d'emporter chez soi. Il y a des formes de cartes de crédit, mais c'est la photo du pape. C'est pas un crédit de prière, disons, avec une médaille dessus et une petite pensée. Donc je me dis, ça se met bien dans un portefeuille. Partout dans le quartier, la religion et les affaires font bon ménage. Dans sa boutique, Luigi est fier de nous montrer son immense collection de chapelets. Nous avons plus de 300 chapelets différents, en bois, en cristal, en verre de Murano. Et celui-là, il est parfumé, il sent la rose, et c'est celui que je vends le plus. Et il y en a pour tous les budgets. Une petite statue comme ça, je la vends 3 €. Jusqu'à celle-ci, en résine, elle mesure 80 cm de haut avec les yeux en cristal et elle coûte 130 €. Les alentours du Vatican sont donc bien loin d'appeler au calme et à la prière, mais ils représentent pour les vendeurs qu'ils font vivre un petit paradis. Alors, expliquez-moi, j'ai 2 questions à vous poser. La première, mais on y reviendra, c'est sur les calendriers des prêtres. On n'a pas bien compris de quoi il s'agissait. Pourquoi il y avait des prêtres qui se faisaient photographier sur des calendriers, comme les joueurs de rugby ici en France? La deuxième question, c'est est-ce qu'ils sont tolérés, ces marchands, par le Vatican, ou alors le Vatican est un peu agacé? Alors William, pour la première question, vous avez noté que c'est un petit peu différent, par exemple, des joueurs de rugby ou des pompiers, parce que sur ce calendrier, les prêtres, qui sont d'ailleurs aussi souvent des séminaristes, sont tout simplement habillés. C'est une différence majeure. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est un calendrier qui se vend ici depuis des années. Alors, ce sont des prêtres ou des séminaristes que sûrement on trouve particulièrement photogéniques. Non, mais alors, sur votre propos... Oui, William. Non, mais c'est ça la surprise, c'est que le Vatican considère que c'est bien de vendre des calendriers de jeunes prêtres beaux comme ça dans la rue. Alors je ne suis pas certain que le Vatican cautionne totalement cette pratique. C'est d'ailleurs, en fait, on vient à votre deuxième question en ce qui concerne justement ces vendeurs. Est-ce qu'ils sont tolérés, est-ce qu'ils sont acceptés? En fait, tous les papes, quasiment sans exception, ont essayé de chasser les marchands du temple. Et à chaque fois, William, ça ne marche pas. La dernière fois, c'était sous Benoît XVI. Il avait dit les urtisti, c'est fini, il faut qu'ils partent. Eh bien, il y a eu une grève. Ils se sont mis en travers de la place Saint-Pierre que vous apercevez derrière moi. Et ils ont dit, mais vous savez, on est là depuis Paul IV. Donc on a le droit de rester ici. Et effectivement, eh bien, ils ont obtenu le droit de rester ici. Donc tous les papes ont essayé de faire quelque chose, je dirais, contre ces marchands du temple. Mais finalement, les marchands du temple font partie du temple. Et ils restent ici au Vatican, sûrement encore pour de longs siècles. Oui. Merci beaucoup, François. Le lundi, c'est ravioli et le mercredi, c'est dessin. Notamment. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. On va commencer effectivement par un dessin de Pétillon qui met en scène Emmanuel Macron juste après son élection. Les caméras le suivent dans sa marche vers la pyramide et on l'asperge de conseils et de recommandations. Plus à droite, dit l'un. Non, plus à gauche, dit l'autre. C'est pas mal vu, car ils sont nombreux. Ceux qui se demandent si Emmanuel Macron va pencher à droite ou à gauche, s'il va s'appuyer sur l'une plus que sur l'autre pour se construire une majorité. Sur les deux. Sans doute sur les deux. Alors en tout cas, des deux côtés, on y croit. Des deux côtés, on aimerait l'attirer, influer sur lui. Conséquence dans tous les partis, eh bien, des fissures et parfois même des crevasses, comme au PS, dont le Parisien n'hésite pas à prédire la fin.
Macron chamboule, Macron bouscule, Macron redessine l'échiquier politique. Et tous ceux qui veulent sauver leur siège de député ou rêvent d'un ministère ou encore veulent tout simplement éviter se retrouver complètement hors jeu dans les 5 années à venir, eh bien, vivent le pire casse-tête de leur carrière. J'y vais ou j'y vais pas, je mise sur l'explosion de mon camp ou j'attends de voir. Le ralliement le plus spectaculaire, évidemment, c'est celui de Manuel Valls, une reddition sans condition, pour reprendre une formule pêchée dans le Figaro, mais un soutien embarrassant. Note avec pudeur la Nouvelle République, que je dis avec pudeur, parce que si vous ouvrez le Parisien, vous verrez ce que pense l'entourage de Macron, des offres de service de l'ancien Premier ministre. C'est le renard dans le poulailler. Voilà ce qu'on en dit chez Macron, où Valls, pour l'instant, a été accueilli avec une froideur susceptible de remettre en cause toutes les théories actuelles sur le réchauffement climatique. C'est pas fait encore, parce qu'il n'a pas déposé sa candidature. Non, son nom n'est pas encore parmi celui des 577 candidats. Absolument, c'est une proposition. On en saura plus demain, jeudi. Alors, à gauche, il y a Manuel Valls. À droite, il y a Bruno Le Maire. Lui aussi se jette volontiers dans les filets de Macron, lequel, par ailleurs, pourrait harponner un Premier ministre du côté des juppéistes. Lisez le Canard enchaîné ce matin, vous verrez que chez les amis de Juppé et de Borloo, on s'active ces jours-ci pour créer un nouveau parti qui présenterait ses propres candidats aux législatives. Tout cela se fait avec la bénédiction du maire de Bordeaux, croit savoir le Canard enchaîné. Le maire de Bordeaux, c'est Alain Juppé, dont il ne faudrait pas s'étonner qu'il négocie avec le président élu quelques portefeuilles pour ses proches. Alors ça, si vous voulez être ministre, il faut voir avec Macron. En revanche, si vous voulez juste être député, eh bien, il faut voir avec cet homme dont les Échos nous proposent ce matin la caricature. Il est venu là hier. Il est venu hier et il reviendra sans doute. Il a 70 ans, un physique imposant. Il rappelle, vous savez, les géants qu'on croise dans les kermesses du Nord, dont il fut d'ailleurs longtemps l'un des élus, puisqu'il occupa la mairie de Bapaume. C'est dans le Pas-de-Calais. Alors cet homme, tour à tour ministre, député, sénateur, conseiller général, président des maires de France, président du Conseil économique et social. Cet homme, donc, c'est Jean-Paul Delevoye. Alors, il n'est pas franc-maçon, il ne couche pas non plus. De tout ça, il se défend dans Le Monde, qui brosse son portrait, mais il a du pouvoir. C'est le faiseur de roi du moment, le faiseur de roitelets, plutôt, parce que qui rêve d'une circonscription sous la bannière macroniste de La République En Marche, eh bien, doit passer par lui. C'est le patron de la commission d'investiture. Alors, on apprend dans Le Monde qu'il a épluché les CV des candidats, il a fait explorer les réseaux sociaux par des logiciels de e-réputation et il a fait aussi mener des entretiens individuels comme on le fait dans les cabinets de recrutement. Et demain, donc, il donnera les noms des candidats retenus. Les 500 577, normalement. Alors, on dit qu'il est à la fois là pour recruter et pour empêcher les grands barons du PS et de LR de forcer les portes de la forteresse Macron. On dit aussi que c'est un habile négociateur ce qui pourrait servir dans les jours qui viennent, car il risque d'y avoir de grands ambitieux très déçus. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Merci beaucoup. À l'actualité du théâtre avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi avec lui de vous permettre de découvrir une création. Alors c'est une création signée d'un monsieur qui a déjà à son actif un grand nombre de succès et qui vient de démarrer dans un grand théâtre parisien. Ah oui, c'est au théâtre Édouard VII que vient de naître il y a quelques jours la toute dernière pièce d'un auteur français désormais bien connu des théâtrophiles, Monsieur Gérald Sibléras. Celui-ci récidive avec cette toute nouvelle comédie qui, fidèle à sa griffe, met en avant ses semblables dans leur vie quotidienne. Daniel Russo, Anne Jacquemin, Lionel Abelansky et Alison Paradis, entre autres, y sont dirigés par Bernard Murat. Ça s'appelle La Récompense. Rideau. T'as pas la tête d'un type qui a reçu The Récompense. Ah bon? Ah non, t'as pas l'air très heureux. Ben je ne suis pas heureux du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé la liste des lauréats du prix. Ils sont tous morts. C'est un historien qui vient d'avoir un prix, le plus beau prix qu'on puisse espérer dans son métier. Et il se rend compte, en regardant la liste des lauréats du prix, que tous ceux qui ont reçu ce prix sont morts dans l'année qui a suivi. Alors, il n'en veut pas. Et il se trouve que nous avons fauté ensemble. Ça va partir en vrille. En vrille, ça va éclater. Chérissons ce souvenir merveilleux tous les deux, hein? Juste tous les deux, hein? C'est notre secret. Elle t'a pas dit avec qui? Non! Mais elle finira par me le dire.
C'est des personnages touchants parce qu'ils sont justement éprouvés. Donc il y a une espèce de sympathie qui se fait à l'égard du public. Le public est complètement attendri et en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir des similitudes avec ce qu'ils vivent eux-mêmes. Je suis allé voir ce fameux comité qui assassine un historien par an. Enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Non mais t'es folle! Oh, mais je lui ai pas encore dit que c'était toi! Avec légèreté, l'auteur se moque malicieusement des relations humaines. Dans cette comédie légère, il n'y a pas de morale ou de leçons à recevoir. Entre humour décalé et non-sens avéré, se glissent ici quelques états d'âme aux effets des plus révélateurs. La seule fois où j'ai fait preuve d'audace, c'est quand j'ai couché avec toi. Et encore, c'est resté dans la famille. L'auteur Gérald de Sibléras se moque gentiment de notre société. Évidemment, quand quelqu'un glisse et tombe d'une manière un petit peu incongrue, on rigole, mais après on se dit « Oh mince, peut-être qu'il s'est fait mal, quoi. » Vraiment, il a l'art de la formule, de la réplique, la bonne réplique qui va faire tilt, quoi. Alors? Oui, aucun doute. Tu vois? Et même... Quoi? Eh ben, ils se sont pas ennuyés, hein. Je vais aller dans une boîte échangiste. Tout seul? Ouais! Et qu'est-ce que t'avais à échanger? Il y a des choses qui sont profondes et en même temps, il y a de la dérision, de l'humour. On grossit le trait, on accentue et tout ça, c'est... À la fin de la pièce, ça fait boum. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as trahi ton frère quand même, tu te rends compte? Mais est-ce que tu te rends compte? Oui, mon frère, oui. Et pourtant, je me sens pas du tout coupable. Bah, tu devrais. Oui. Je délire, tu vois, je suis foutu. Est-ce que Martin doit tout dire à Lucas? Pas de prise de tête ou de sous-entendu dans les répliques de la récompense. Ici, c'est bien d'abord l'humour qui sert de ciment au texte simple, pur et bien actuel de l'auteur. Daniel Russo et ses partenaires s'y baladent avec une déconcertante aisance communicative. Quant à la mise en scène du chef Murat, fidèle à ses habitudes et savoir-faire, il maîtrise parfaitement les us, coutumes et codes du genre. Rien à dire donc de plus, à part vous souhaiter à tous une très belle soirée détente au théâtre. Bon spectacle, à bientôt. À la semaine prochaine. C'est Caroline Roux qui reçoit ce matin Jérôme Gage. Oui, il a fait la campagne aux côtés de Benoît Hamon, ses terres d'élection. C'est l'Essonne, c'est le seul point commun avec Manuel Valls, parce que comme vous le savez, Manuel Valls, lui, il a décidé de tourner les talons, alors que Jérôme Gage croit encore, oui, au Parti socialiste. Bonjour, Jérôme Gage. Bonjour, Caroline. Bon, alors on savait que Manuel Valls avait voté Emmanuel Macron. Il demande aujourd'hui l'investiture En Marche aux législatives. Est-ce que c'est une perte lourde? Quand même, un ancien Premier ministre socialiste qui tourne les talons si vite. Écoutez, c'est ainsi. Peut-être aurait-il dû le faire un petit peu plus tôt. Peut-être que cette clarification qui intervient aujourd'hui, enfin, aurait pu intervenir plus tôt. Ça nous aurait épargné quelques psychodrames et une campagne présidentielle qui a été bien difficile. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement d'avoir l'œil dans le rétroviseur aujourd'hui, mais de regarder comment un PS moribond, un PS quasi mort peut renaître aujourd'hui. Ça va pas être simple. Chacun doit y apporter son énergie, son enthousiasme, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Mais quand même, il y a des socialistes sans doute qui vous regardent ce matin et qui voient un ancien Premier ministre dire « Le Parti socialiste est mort, je n'ai en gros plus aucune chance d'être élu en mettant le logo PS ». Et j'emboîte le pas d'En Marche. C'est pas rien, vous avez l'air de dire en gros bon vent Manuel Valls. Non, je minore pas ce qui s'est passé durant toute cette période. C'est le fruit, en effet, d'une série de débats qui n'ont pas été tranchés depuis des années au Parti socialiste. La primaire qui est intervenue avait permis une forme de clarification. L'élection présidentielle, avec le résultat que l'on connaît, n'a pas permis d'aller au bout. On a été pris en tenaille entre deux votes utiles, d'une certaine manière. Ceux qui voulaient absolument éviter un duel entre François Fillon et Marine Le Pen, et puis ceux qui pensaient que la gauche pouvait se reconstruire dans ceux autour de Jean-Luc Mélenchon qui, en réalité, n'ont pas envie de gouverner. Donc moi, je minore pas, je suis attristé, mais en même temps, je me dis... Non, mais je suis attristé pour ce que ça signifie comme message à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la gauche. Le PS est peut-être mort dans sa forme actuelle, mais les idées de gauche, les valeurs auxquelles nous croyons, elles n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il n'y a pas rien, il n'y a pas un vide sidéral, il y a des gens authentiques. Il y a 6%
Non, il y a probablement des valeurs, des propositions sur l'écologie, sur la justice sociale, sur le pouvoir d'achat, sur la défense des services publics, sur l'accompagnement des plus fragiles, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, sur toute une série de sujets. On a des choses à faire valoir dans le débat et chacun va devoir les apporter avec sa conviction, avec sa détermination. Et je le redis avec beaucoup d'humilité, personne ne peut fanfaronner, ni ceux qui par opportunisme considèrent qu'il faut renoncer à être un peu de gauche pour exercer le pouvoir par-dessus tout. Ça, c'est Manuel Valls, l'opportunisme. Et ceux qui considèrent qu'il y a une pureté chimique à gauche qui fait qu'il ne faut surtout pas construire de coalition et qui veulent rester dans leur couloir et incarner une opposition qui en fait est stérile. Le PS a fait 6%, je le rappelais, à la présidentielle avec Benoît Hamon. Pourquoi est-ce qu'il faudrait sauver le Parti socialiste ? Mais parce que d'abord il y a une histoire, il y a des valeurs, il y a un besoin de gauche qui existe dans le pays. Elle est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Certains pourraient vous répondre cela. Non, mais justement, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dans le deuxième tour de l'élection présidentielle le situe en dehors. D'ailleurs, lui-même n'utilise plus le terme de gauche. Voilà. Il veut habiliter ou en tous les cas introduire un nouveau clivage entre le peuple et les élites. Moi, je pense qu'il y a une gauche sociale, écologiste, démocratique, européenne, pas pour l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais pour une réorientation de la construction européenne, qui doit pouvoir exister dans le débat politique. Et chacun doit y apporter sa pierre pour la construire, pour la reconstruire, et faire cette belle chose qui existe en politique, accepter de ne pas avoir raison tout seul. De quoi a crevé la gauche ces dernières années ? C'est que chacun pensait avoir raison tout seul à gauche. Et chacun était dans son couloir et refusait de produire le nécessaire compromis pour organiser ce rassemblement. Vous savez, on est le 10 mai aujourd'hui. Il faut avoir en tête les enseignements d'une autre illustre figure de gauche qui avait construit la victoire de la gauche à travers le rassemblement de la famille socialiste, de la gauche et au-delà des Français. Il y a un texte qui a été mis au point par les socialistes un petit peu dans l'urgence, une plateforme pour les législatives. Bon, alors il y a plein de choses dans ce texte. Il y a un parti socialiste qui dit qu'il veut construire une gauche constructive et solidaire. Constructive et solidaire. Vous pensez que ça parle encore à vos électeurs ? Non, très sincèrement, il ne faut pas se payer de mots. Il faut leur dire les choses concrètement. Il faut dire que on est dans une situation qui est quand même assez grave, même franchement grave. Quand le Front National fait 10,5 millions de voix au deuxième tour de l'élection présidentielle, quand 4 millions de nos concitoyens se déplacent pour voter blanc ou nul, on ne peut pas dire c'est pas grave, on reprend business as usual, la vie politique comme auparavant. Non, ça c'est certainement pas le cas. Donc moi je ne veux pas être dans une logique ni d'adoubement d'Emmanuel Macron en lui signant un chèque en blanc. D'ailleurs lui-même nous l'a dit, il a dit vous allez voter pour moi pour faire barrage au Front National, ce n'est pas un chèque en blanc. Vous serez dans une logique d'opposition ? Je le prends au mot. Donc ni la logique d'adoubement, ni la logique d'empêchement systématique et stérile. Non, moi je veux apporter des propositions pour que le pays aille mieux dans 5 ans. Et dans le programme d'Emmanuel Macron, par contre, je ne veux pas être hypocrite. Il y a des points avec lesquels nous avons été en désaccord lourd. Moi, je ne veux pas qu'on réforme le Code du travail avec une régression des droits des salariés. Je veux qu'on étende les protections à l'endroit des salariés. Je ne veux pas qu'on ait une méthode qui ne soit pas démocratique à travers le recours à des ordonnances. Donc, sur une série de points, on va faire des propositions. On va proposer, par exemple, que dans l'école, dans l'éducation nationale, les moyens puissent être à nouveau renforcés. On va proposer de mieux accompagner le vieillissement de la population, qui est un sujet sur lequel on est plusieurs à avoir beaucoup travaillé ces dernières années et sur lequel Emmanuel Macron est un peu faiblard, on va dire ça. Donc, mais il y a des points sur lesquels on sera en accord et d'autres sur lesquels on sera fermement en désaccord. Qui peut sauver le Parti socialiste aujourd'hui ? Est-ce que Benoît Hamon est disqualifié après son score à la présidentielle pour incarner cette relève qui doit sauver le Parti socialiste, puisque c'est votre objectif ? Vous savez, avec Benoît Hamon, pendant cette campagne, on a mis en avant l'intelligence collective. On n'est pas sur un homme providentiel ou une femme présidentielle. Benoît Hamon, il a contribué à faire émerger des thématiques dans le débat public. Et je pense qu'elles demeurent. Je pense qu'on a besoin d'insister sur les enjeux de la transition écologique, du mix énergétique, donc du c'est lui, mais pas tout seul, quoi. Il va falloir qu'on... Je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut avoir raison tout seul à gauche. Mais il a été appelé par le peuple de gauche au moment de la primaire, donc il doit jouer un rôle éminent, bien évidemment. Il a fait cette campagne, elle a été dure, elle n'a pas été simple, mais je pense qu'on a posé des jalons pour les temps futurs. Et il y a besoin de construire ce collectif. Il est de renouvellement, vous l'avez bien compris, avec l'arrivée, l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut changer les têtes Ruth Solferino ? En gros, il y a un premier secrétaire. Est-ce qu'il doit partir ?
tous les cas, je pense qu'on ne peut pas continuer comme avant. Incontestablement, on n'aurait pas compris l'appel au renouvellement, l'appel à tourner la page d'un certain mode de fonctionnement des partis politiques. Et en même temps, si je vous dis là à l'instant, allez, il faut qu'on fasse de la tambouille, bon, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Regardez, Manuel Valls, d'une certaine manière, ça veut dire quoi, il a ça, pris ses chacun doit prendre responsabilités. ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut organiser intelligemment là où il y a eu, je dirais, un tumulte dans la vie politique avec l'élection d'Emmanuel Macron, et on voit bien que la déflagration, elle touche l'ensemble des formations. Il faut changer les têtes. Il faut changer les têtes, mais surtout, au-delà du casting, la politique, c'est pas que du casting, c'est revenir à des fondamentaux, à des convictions, et moi, avec d'autres, je veux participer à ce travail de reconstruction avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'authenticité et de détermination. Bon, vous l'avez beaucoup pétrié, mais aujourd'hui, c'est le dernier Conseil des ministres de François Hollande. Est-ce que vous avez un petit mot pour son départ ? Qu'est-ce qu'il aura raté, qu'est-ce qu'il aura réussi, en un mot ? Moi, je regrette qu'il n'ait pas pu créer les conditions pour être lui-même à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Quand en 2012, je faisais la fête avec lui à Bastille, j'avais l'espérance qu'il soit le candidat en 2017. Cela aurait signifié que le quinquennat se soit passé dans les conditions telles qu'on l'avait souhaité initialement. Tirons les enseignements. C'est-à-dire que quand on aspire aux responsabilités, alors il faut s'en tenir aux engagements qu'on a pris et puis aussi produire du compromis avec les uns et les autres. Mais c'était un président... En tous les cas, humainement, je lui salue et je lui adresse mon amitié. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. C'est à vous. Ah oui, d'accord. Les cinéphiles ont reconnu la bande originale d'un film qui s'appelait Le Triporteur. Avec Darry Cole, le triporteur, c'est votre moyen de locomotion. Vous avez été jusqu'à Alain Ducasse, qui parle peu, mais là, il vient d'écrire un bouquin. Je dirais que c'est presque un bouquin politique. C'est pas un bouquin de recettes. Alors non, il n'y a aucune recette. Le titre s'appelle « Manger est un acte citoyen ». Et en fait, toute sa problématique à Alain Ducasse, depuis quelques années, c'est vraiment de réfléchir sur le geste d'acheter et de se nourrir. C'est-à-dire d'acheter la nourriture qui nous nourrit et de se nourrir. C'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose qu'on va mettre dans notre corps. Donc il faut avoir terriblement confiance en ce que l'on va avoir. Oui. C'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour. Et son idée, c'est de se dire que, le citoyen, il peut voter, mais il peut aussi avoir tous les matins, quand il va chercher son pain, c'est un acte citoyen, choisir cette pièce d'1 euro, de la donner à un boulanger qui va faire son pain dans son fournil, au lieu de le donner à une franchise qui va sortir ça du congélo et faire des viennoiseries surgelées. Là, c'est un vrai acte citoyen. Oui, mais il ne peut pas négocier tous les jours. Il faut qu'il choisisse. Donc. Alors, il faut choisir. Et c'est justement l'acte de choisir. Et alors, son idée aussi, c'est de se dire que finalement, les restaurateurs se sont mobilisés en réfléchissant sur comment bien manger depuis quelques années. On en parle dans cette chronique. On a quelques lois qui sont passées, mais pas encore assez. Et puis surtout, il y a les multinationales, les hypermarchés, les grandes surfaces qui gagnent et qui gardent encore ce terrain-là. Et donc, il se dit, pour changer ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le consommateur, peut-être, les incite à changer. Et dit, je préfère choisir tel produit qu'un autre. Est-ce que lui s'adresse à ces grandes multinationales ? Est-ce qu'il discute avec eux ? Est-ce qu'il les conseille ou pas ? Ou ils sont un petit peu fâchés ? Il discute avec eux, plutôt. Il travaille aussi avec un grand groupe qui s'occupe de la restauration collective, parce que c'est aussi un de ses combats, c'est qu'il dit, voilà, moi j'ai des menus qui sont de 28 € à centaines d'euros dans ce restaurant, mais dans certaines cantines, on a un budget de 1,30 €. Donc justement, il se rend compte, et il en parle dans le bouquin, qu'on peut aussi manger bien à ce tarif-là. Il y a un cuistot anglais qui s'est fait connaître comme ça. Exactement. En nourrissiste. Voilà. Alors là, nous sommes allés dans un centre de tri, William. Un centre de tri. Parce que 90% de nos déchets sont dus à notre alimentation, les cartons, les plastiques, tout ça. Et nous sommes allés dans un endroit où on les recycle. Regardez. Bon, d'ordinaire, dans le triporteur, pour vous parler de bien manger, on s'installe dans des paysages plutôt bucoliques. Eh bien, aujourd'hui, on a pris le contre-pied. Nous sommes dans un centre de tri à Saint-Thibaud-des-Vignes, parce qu'ici, chaque fois qu'on consomme, on se rend compte qu'il faut un contenant. Et là, d'un coup, il y a du contenu dans le sujet. Première question qu'on pourrait se poser quand on voit ce titre, si manger est un acte citoyen, on pourrait se dire que la fourchette est un bulletin de vote. On a un vrai pouvoir politique à travers le fait de manger. Si les pays qui sont surnourris acceptaient de se nourrir moins, ça permettrait aux pays dont les habitants sont sous-nutris de se nourrir de manière acceptable. C'est juste une décision de partager la manière dont on consomme. Nous avons un réel pouvoir individuel. Voilà, c'est ça aussi, c'est le pouvoir du citoyen à travers ce qu'il mange.
Bon alors je sais, vous vous dites que quand on est un chef triplement étoilé, c'est assez facile de bien manger. Et bien justement, Alain Ducasse y a réfléchi et se dit que c'est à la portée de tous. La pleine connaissance de ce que l'on mange, voilà, la transparence de ce que l'on mange. Je pense que chacun peut décider de manger comme il l'entend. Mais encore faut-il qu'il puisse savoir de manière claire, rapide, efficace ce qu'il mange. Charge à lui de décider s'il veut le manger ou pas. Et alors, une des réflexions de nos deux amis, c'est de positionner l'acte de bien manger dès le plus jeune âge. En gros, on apprendrait à bien manger dans le biberon. Éduquer le goût des enfants d'aujourd'hui, c'est juste une décision. On n'est pas obligé de subir le pouvoir de l'agroalimentaire, de l'industrie, de l'hypermarché. On peut continuer à aller dans un marché près de chez soi. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, parce que à travers le fait de prendre de la nourriture, ça s'inscrit dans notre mémoire émotionnelle. Et un moment marrant, moi, quand même, dans le livre, le Brexit aurait pu ne pas avoir lieu s'ils avaient bien mangé ce jour-là. C'est à Chicago, c'est ça, en mangeant une pizza que David Cameron se dit, et si on proposait le Brexit? Oui, ça c'est une anecdote qui est racontée, qu'on retrouve effectivement. Mais c'est vrai que selon la manière dont on mange, ce qu'on mange, vous met dans un état positif ou négatif. On le sait très très bien. Quand on a mal mangé, on n'est pas de bonne humeur. Et vous terminez par parler d'une déclaration finalement universelle de la gastronomie, c'est ça? De la gastronomie humaniste. Cette déclaration universelle, elle a pour but de quoi? De dire, comme tout ce qui concerne la nourriture et l'alimentation est au cœur de notre société. C'est pas simplement dans les restaurants ou dans la haute gastronomie, c'est au cœur de notre vie de tous les jours. Nous nous nourrissons 3 fois par jour et c'est au cœur de la relation qu'on a avec les autres. Alors c'est vrai, on pourrait s'inquiéter quand on se rend compte que 26% des aliments conditionnés dans le monde sont produits par seulement 10 entreprises. Et bien justement, cet excès de la société de consommation pourrait peut-être nous ouvrir une nouvelle ère. On a mal commencé, mais on pourrait bien finir dans cette histoire. Non, mais quand on est arrivé au bout de l'absurdité, l'humain, il réagit. Donc nous sommes en début de réaction. Il en profite, là, il y a un nouveau président et il a une charte, apparemment, elle est déjà écrite. Manifeste pour une gastronomie citoyenne, avec 5 articles. Et vraiment, je vous conseille de le lire. Voilà, ça s'appelle « Manger est un acte citoyen ». C'est Les liens qui libèrent, la maison d'édition. Sur la table du futur ministre de la Culture. Voilà. La gastronomie, ça rentre là-dedans, vraiment, parce qu'effectivement, il parle justement de favoriser l'agrobiologie, justement, toute l'industrie agroalimentaire, mais biologique. Voilà, justement. Ça concerne beaucoup de ministères, finalement. Il va pouvoir le multiplier, sa charte, là. Merci beaucoup. Notez bien les paroles de cette chanson. Il dit « Ti amo » environ 67 fois. C'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Ricky et Poveri. C'est difficile à traduire, Ti amo, si vous avez raison. Monica Bellucci chante avec Umberto Tozzi, car elle sait faire ça aussi. S'il vous plaît, la divine Monica Bellucci, qui sera une fois de plus maîtresse de cérémonie au prochain festival de Cannes. Elle se confie dans un livre. Elle n'avait jamais fait ça encore? Alors, elle avait illustré ou donné des paroles sur des photos d'elle. Bon, elle a fait un truc avec Tornatore, mais là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est un jeune romancier, du moins, qui avait un contrat à l'Archipel. Et ce garçon, il a eu l'idée de faire un livre avec Monica Bellucci. C'est un livre d'entretien qui s'appelle Guillaume Sbalchiero. Et alors, on s'attendait à tout sauf à ce qu'on l'a entre les mains, parce que on s'attendait à ce qu'elle parlât de cinéma, est-ce qu'elle racontât ses histoires avec les acteurs, ses partenaires ou tout. Pas du tout. C'est un livre dans lequel elle se livre en tant que, disons, que femme, en tant que âme, en tant qu'italienne. Voilà, en tant qu'italienne. Alors elle parle d'Emmanuel Kant, par exemple, et elle parle de son grand trip, son grand dada, les actrices italiennes. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'actrices qui, elles, refusent d'être dans une continuité. Monica Bellucci, son grand trip, c'est de raconter qu'elle adore Virnalisi, elle adore Elsa Martinelli, elle a bien raison, elle adore Silvana Mangano, Monica Vitti, et plus que tout, Gina Lollobrigida, qui est son idole absolue. Elle y fait référence constamment. Et le bouquin parle de désir, parle des atermoiements du cœur, elle parle... C'est tout à fait... C'est un tout petit peu pas sa vie privée. Non, elle parle un peu de Cassel, parce qu'il faut en parler, mais c'est tout à fait correct. Non, c'est plus... On peut dire qu'elle est franco-italienne? Oui, absolument, puisque vous savez, elle a tourné des films d'auteur en France, elle a tourné des grands films à Hollywood. Mais ce qui est le plus émouvant, ce qu'elle raconte pas dans le livre, ce qu'elle m'avait raconté avant, c'est que c'est une fille qui est originaire de Ombrie. Ombrie, vous savez, c'est une province qui est au centre de l'Italie.
Et elle raconte que l'Ombrie est un endroit qui est tellement calme, délicat, dans lequel la nuit tombe à 2h de l'après-midi, il n'y a rien à faire. Et elle dit, j'étais chez moi, dans des états de semi-obscurité, et ma vocation, j'ai été faite par la lecture que je faisais des magazines et par la vision que j'ai des films italiens. C'est les actrices italiennes ont été des petites étoiles dans ma nuit. Vraiment, elle le raconte joliment, avec beaucoup de délicatesse. Que en plus, elle s'exprime en français remarquable. Parfait, délicate, gentille, attentionnée, tout un chacun. Donc, nous avons rencontré cette belle âme de Monica Bellucci à l'occasion de la sortie de ce livre aux éditions de l'Archipel. Monica Bellucci. Ces livres, c'est une longue interview. Guillaume Sbalchero, qui est un jeune écrivain, il m'a appelé pour faire des rencontres qui se sont faites, moi en tant que comédienne et lui comme écrivain, mais en même temps on a parlé plus de la vie que du travail. Et je crois qu'il y a un moment de la vie, moi j'ai 52 ans, j'ai eu beaucoup de choses, comme nous tous, c'est les cours de la vie, non? L'enfance, l'adolescence, les travails que tu choisis, la vie privée, la vie publique. Au bout d'un moment, tu commences à dire, mais pourquoi je fais des choix artistiques comme ça? Pourquoi je vis les hommes comme ça, les relations comme ça? Pourquoi j'ai voulu devenir mère? Qu'est-ce qu'il y a entre ce qu'on a fait de moi et est-ce que c'est mes choix vraiment? Mais je crois que mon questionnement, c'est le questionnement qu'on se fait tous. J'ai juste dit ce que j'ai ressenti. Ce livre a été fait à un moment précis. J'ai commencé les films de Kusturica, c'était 2013. J'ai tourné jusqu'à 2016. Du coup, déjà, j'ai parti dans un projet qui était un peu particulier. Et en même temps, je venais d'annoncer mon divorce. Disons qu'autant que femme et autant que comédienne, voilà, c'était des moments un peu forts de ma vie. Dante, avec la Divine Comédie, nel mezzo del cammino della nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura. Ça veut dire au milieu de ma vie, je me retrouvais sur une forêt obscure et j'avais perdu la route. Voilà, ça peut arriver à tous à un moment de commencer à se demander pourquoi. Quand je regarde du début à aujourd'hui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que la vie a fait que beaucoup de rêves que j'avais se sont réalisés. Et de pouvoir vivre de mon métier, ça, je trouve ça une grande chance, énorme. Je crois que pour une actrice, c'est toujours tout sur les désirs. D'ailleurs, je dis toujours qu'en France, c'est le seul pays où on appelle les actrices mademoiselles. Et ça prouve que les actrices en France sont considérées comme des femmes pour qui l'âme reste toujours jeune. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça, dans le sens que moi, je crois que la jeunesse, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie, pas à l'âge. J'ai parlé des actrices italiennes qui m'ont inspirée, et dont il y a Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Silvana Mangano, Monica Vitti, voilà. Et du coup, Gina Lollobrigida fait partie de toutes ces femmes qui m'ont inspirée et que si aujourd'hui je suis comédienne, c'est sûr que ces fémininités-là fortes et cette présence incroyable m'ont inspirée. Peut-être qu'il y avait encore plein de choses que je n'avais pas dites et que je dis. Alors son livre sort aujourd'hui, oui. Voilà. Vous voulez dire que c'est un scoop international que vous avez mondial à Hollywood, tout le monde y attend avec impatience. Bien sûr. À Cinecittà, bien évidemment, au studio de Saint-Maurice, on attend avec plaisir. Je trouve que quand elle parle, elle fait encore plus jeune. Ah oui, qu'elle ne l'est. Splendide, magnifique. Je ne vais pas vous dire son âge, mais on le connaît par cœur, elle est splendide. Une très très jeune quinquagénaire. Mais c'est beau la référence à Lollobrigida, Virna-Lisieux, Saint-Martin. Il manque Sophia Loren. Mais honnêtement, elle n'en parle pas souvent. Enfin, elle en parle moins souvent que Lollobrigida. Elle en parle moins souvent. Oui. Merci beaucoup. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Ça, c'est la chanson en question. Qui va concourir. Voilà. D'accord.
Alors, 60 ans. L'Eurovision, c'est pas qu'un concours, hein, c'est le système d'échange des images entre les télévisions européennes qui a été lancé au début des années 50. Et donc, en 56, il y a 61 ans, ils ont lancé ce concours de chansons. Alors d'abord, on va jouer aux devinettes, c'est facile, vous allez voir, parce que de nombreuses personnalités, de nombreuses vedettes de la chanson internationale ont participé à ce concours. Je vous ferai pas l'insulte de mettre ABBA qu'on reconnaît très facilement, mais regardez par contre, devinez qui sont ces personnes. On va commencer d'abord, William, je sais que ça va vous faire plaisir, on va commencer par une de vos amies françaises très jolie qui défend la France en 1963, regardez. Oui, Françoise Hardy. L'âme s'en va et le tien. Et Françoise Hardy en 63, elle est accompagnée la même année par une autre dame qui elle est grecque. Ah oui. Alors une fois que j'ai dit, une fois que j'ai dit ça, c'est assez facile. Les lunettes de toute façon. Elle avait déjà ses lunettes. Oui. Elle chante pour le Luxembourg à l'époque, pas pour la Grèce. On passe, attention Myriam, on passe à un Espagnol, Mesdemoiselles, en 1970, lui aussi très reconnaissable. Bien sûr. Déjà langoureux. Oui, évidemment, Julio. Déjà la tête qui penche. 70. Et je termine. Comme ça. C'est vrai. Je termine par une Canadienne qui chante en 88 pour la Suisse et qui porte, vous le voyez, un magnifique Qui a oublié ensemble. de mettre son pantalon. Regardez, Non, parce qu'elle- le tutu est censé aller avec. Et c'est une très belle chanson où elle développe déjà son volume vocal. C'est pour la Suisse, je pense que c'est les Yodel qui font ça à côté. Ça, c'est vraiment la chanson qui reste dans la tête après toute la journée. Oui, c'est ce qu'on appelle une scie. Alors, vous remarquerez, là c'est une francophone, mais vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé des Français, c'est parce qu'il n'y a pas de quoi être fier. Voilà 40 ans qu'on perd, 40 ans qu'on perd. Je pense qu'il y a un complot anti-français, je ne vois que ça, pour expliquer c'est un succès. Alors qu'on avait bien commencé, vous allez voir, d'abord, on a 5 victoires, et dès 1958, il y a ce monsieur qui a fait fondre tous les chœurs féminins de 1958, André Claveau, avec Dors mon amour, il gagne donc pour la France, c'est la première fois qu'on gagne en 58. Ça bouge, hein, là. Ah oui, mais c'est langoureux. Et les dames, Isabelle Aubray en 62, Ah ben là, c'est pareil, ça c'est pareil, un premier amour. Il y a toujours amour au début. Ensuite, alors ça c'est 62, ensuite on change de thème, c'est enfant. Là c'est Frida Bocara qui gagne pour la France en 69. Un jour, un enfant. Et ce thème de l'enfant va nous porter chance aussi un petit peu plus tard en 1977 parce que vous allez voir, voilà, là voici Marie Myriam. Là, c'est pas un jour un enfant, c'est l'oiseau un enfant. Dernière fois qu'on gagne, donc l'oiseau et l'enfant. Dernière fois qu'on gagne en 77. Il y a donc 40 ans. Je n'ai pas oublié France Gall parce que je vois que vous vous dites que j'ai oublié France Gall. Pas du tout. Elle, si elle est française, mais elle n'a pas chanté pour la France. Le Luxembourg en 1965. Poupée de cire, poupée de son. Le succès de Gainsbourg que l'on connaît très bien. Alors il y a l'aspect esthétique de l'Eurovision dont il faut absolument que je parle, c'est même parfois du grand c'est art. pas nécessaire, on le voit chaque année, c'est bien. Non, regardez, Salvador Dali, vous savez que Salvador Dali a été directeur artistique de l'Eurovision pour la télévision espagnole en 69, regardez-moi ça. Salvador Dali, il fait le design notamment de l'affiche, on reconnaît bien. Hein. Ah oui. Eh oui, c'est lui qui a dessiné les affiches de l'Eurovision 69 en Espagne. Avec la montre molle. Il y a surtout le style, regardez la combinaison à poils longs de cette dame pour l'Espagne en 69 justement, et dont les cheveux sont une choucroute qui défie la pesanteur, qui doit tout, à mon avis, à la laque ultra forte d'une célèbre marque que je ne citerai pas. Admirez aussi l'inventivité costumière de ces deux jeunes femmes pour le Luxembourg qui chantent une chanson sur les pingouins. Oui, le papa pingouin, je m'aperçois que les techniciens connaissent ça. Pierre Delanoë qui a écrit ça. On a tous nos faiblesses. J'aime beaucoup aussi les Belges de 1973, Nicole et Hugo. C'est très, très esthétique. Où est Nicole Nicole est à droite. et à gauche, ça n'est pas Dick Rivers. Et alors, elle, Massière en 68, exploit, on va l'entendre. Elle dit la 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 pendant 1 minute 10. Je ne vais pas vous mettre la minute 10, mais presque. Tout le monde peut comprendre. 1 minute 10. Et elle gagne. Ah ouais. Eh oui, 68. Mais on dit Comme que Franco, quoi, hein. espagnol, on dit que Franco, bête à faire des paroles. Franco a soudoyé le jury. Et c'est vrai, hein, et pour qu'elle gagne avec La La La. La chanson s'appelle La Non, La il y a La. pas ça. Franco, il ne soudoie pas le jury. Non, Franco menace le jury. C'est ça. C'est pas pareil. C'est pas mitraillette. pareil. Alors tu vas voter mon président et tu votes ou hop là. Eh oui, c'est comme ça, Franco. Bon, merci beaucoup. Espérons Très qu'on bien. aura beaucoup de 12 points. Ouais, 12 points, ça se passe samedi, hein. À Kiev. C'est ça. Exactement. Et sur la 2. Et sur le...